Quel monde, combien de fois on ne s'est pas dit ça en regardant l'état de notre planète aujourd'hui. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche sur YouTube et sur Spotify pour décrypter ensemble un des grands sujets de l'actualité internationale. Et aujourd'hui, place à un sujet un petit peu particulier. En vérité, il devrait être en une de tous les médias tellement il risque bien de chambouler le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce soir, on parle d'intelligence artificielle et j'ai la chance d'avoir l'un des plus grands spécialistes à mes côtés. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Alors autant les États-Unis, le Proche-Orient, la guerre en Ukraine sont plutôt mes matières. Autant aujourd'hui, je suis un peu comme ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que je connais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête, sur l'IA. Vous sortez votre nouveau livre que j'ai entre les mains, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, un livre qui est coécrit avec Olivier Babot aux éditions Buchet-Chastel. C'est loin d'être votre premier livre sur l'IA, Laurent Alexandre. Et je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer un petit peu ma démarche à celles et ceux qui nous suivent ce soir. J'ai d'abord préparé cette interview, je l'ai ensuite soumise à ChatGPT, avec qui j'ai échangé pendant de nombreuses heures, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où je l'ai fait, ChatGPT m'a fait modifier les angles que je voulais justement aborder avec vous, m'a proposé certaines questions et m'a même déconseillé de vous poser telle ou telle question. J'ai dû ensuite moi-même remettre tout ça dans l'ordre, vérifier les informations qu'il m'a communiquées et puis apporter l'une ou l'autre précision pour arriver à ce que j'ai entre les mains. Donc l'interview d'un spécialiste de l'intelligence artificielle par ChatGPT et par moi, c'est Dans quel monde, épisode 5, et ça commence maintenant. Tout d'abord, Laurent Alexandre, comment expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'intelligence artificielle, c'est un logiciel qui imite la pensée humaine en travaillant plus vite que nous et en nous dépassant dans beaucoup de domaines. Pas encore tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines. C'est donc un concurrent ou un allié ou même un successeur du cerveau humain. Vous avez déjà bien presque chapitré toute cette interview avec vous, Laurent Alexandre. Votre dernier livre, je l'ai dit, ne faites plus d'études. Et vous dites dans ce livre, Laurent Alexandre, pendant des siècles, étudier était le meilleur investissement possible. Ce monde-là est mort, c'est-à-dire? Oui, parce que l'université, l'enseignement supérieur, ne s'est pas adapté à la révolution technologique en cours. Avec Olivier Babot, on a fait beaucoup d'études et on est tous les deux pères de familles nombreuses. Donc l'avenir des gamins est un sujet qui nous touche. C'est pas un sujet théorique pour nous, le devenir des enfants, ça nous concerne directement. Et on a effectivement plusieurs doctorats, on a fait plusieurs grandes écoles au sens français du terme, on a fait à nous deux plusieurs décennies d'études, on est des étudiants, nous avons été des étudiants acharnés. Mais ce que nous constatons, c'est que l'université est totalement dépassée. Elle est dépassée dans ses méthodes, elle n'a pas du tout intégré l'intelligence artificielle pour améliorer l'enseignement, pour développer du tutorat individuel personnalisé, pour inventer des nouvelles méthodes éducatives, d'une part. Puis d'autre part, elle prépare à des métiers qui ont changé complètement. Prenons mon métier, qui est la médecine. Aujourd'hui, toutes les études montrent que l'IA, ChatGPT par exemple, est 4 fois meilleure pour faire un diagnostic que les médecins spécialistes. 4 fois meilleure, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois meilleure. Et que intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin. Ça montre bien que les études de médecine ont échoué. Ça montre bien que les études de médecine aujourd'hui produisent des médecins qui ne sont pas compétitifs et qui ne sont pas complémentaires face à l'intelligence artificielle. Que fait la faculté de médecine face à ça? Rien. Et je le dis les yeux dans les yeux aux jeunes, ne faites pas d'études de médecine aujourd'hui, vous allez perdre 10 ans de votre vie. Attendez éventuellement que les facs de médecine aient modernisé leur cursus, aient transformé leur méthode, mais aujourd'hui, vous allez faire 10 ans d'études et à la fin, vous allez être complètement nul face à l'intelligence artificielle. C'est une perte de temps. Donc, peut-être que demain, l'université va changer ses méthodes et va préparer au métier du futur, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, notre conseil est sincère. Et je le dis, même dans un domaine qui me touche beaucoup, et qui est la médecine, faire des études supérieures est souvent une perte de temps. Si vous rentrez en fac de médecine aujourd'hui, vous allez perdre une décennie de votre vie, et j'en suis tout à fait navré. J'ai beaucoup aimé les études de médecine. J'ai passé 11 ans de ma vie pour obtenir la qualification en chirurgie, et je ne l'ai pas regretté. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas médecine, ce serait une complète perte de temps. Il faut que les études de médecine soient raccourcies, qu'elles changent complètement la façon dont on enseigne aux jeunes. Et récemment, j'ai dit, alors je ne veux pas stigmatiser les sociologues, mais aujourd'hui, quand vous avez un master de sociologie,
c'est pas une ligne de plus sur le CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer. À ce point-là ? Un employeur qui voit un master de sociologie sait qu'il a derrière un étudiant qui n'a pas été bien formé, un étudiant qui n'a pas beaucoup travaillé et dont le niveau est faible, parce que le niveau des masters en sociologie, il est extrêmement faible. D'ailleurs, une très grosse partie des masters en sociologie font des petits jobs minables, chauffeur Uber, des choses qui ne sont pas dignes des efforts théoriques qu'on fait quand on fait 5 ans d'études. Donc effectivement, quand on est jeune aujourd'hui, si on a la possibilité d'avoir des cursus exceptionnels, on peut, mais si on n'a pas un cursus exceptionnel, si on n'a pas une fac exceptionnelle, je déconseille, et avec Olivier Babot, nous déconseillons de faire des études. D'ailleurs, depuis la sortie du livre, il y a eu un grand dossier fait par le Financial Times, et les journalistes concluaient en disant « Si vous avez accès aux 20 meilleures universités sur Terre, vous pouvez faire des études. Mais sinon on oublie, c'est ça ? Vous oubliez. » Et The Economist fait un dossier cette semaine de même nature sur le fait que les études aujourd'hui sont pas du tout adaptées au monde du travail. Donc, si vous êtes jeune, faites gaffe, ne perdez pas votre temps à l'université tant que l'université ne s'est pas modernisée et ne s'est pas mise radicalement en cause. D'une certaine manière, moi j'ai écouté vos conseils, parce que je l'ai rappelé à ceux qui nous suivent, j'ai été utilisé ChatGPT pour tenter justement d'améliorer mon interview. Je vais être honnête avec vous, il y a plein de trucs qui clochaient dans ce que m'a proposé évidemment cette intelligence artificielle générative, mais est-ce que c'est ça le futur de l'humain, c'est-à-dire ne plus faire d'études et tout simplement apprendre à piloter l'IA dans le domaine que vous avez cité, la médecine, mais aussi en journalisme ? Le seul métier qui va rester, c'est orchestrateur des intelligences. C'est vrai, c'est ça ? C'est-à-dire que je veux dire, un médecin, il va contrôler le manager demain, il va gérer un portefeuille d'intelligence artificielle. Il va orchestrer des intelligences artificielles et puis il va gérer l'interface entre des intelligences artificielles et des intelligences humaines. C'est ça l'avenir de l'humanité. C'est d'être le chorégraphe des intelligences. C'est-à-dire d'associer les intelligences humaines et artificielles entre elles et de bien comprendre comment elles fonctionnent. Ça ne veut pas dire d'être codeur, d'être développeur informatique, bien sûr, mais de bien savoir comment organiser, piloter les différents types d'intelligence. Et l'université ne prépare pas du tout à ça, parce que l'université est une industrie totalement archaïque, qui ne se remet absolument pas en question, et puis surtout, on ne met pas de pognon dans la recherche en éducation. Ce qui est fou, ce qui est suicidaire en 2025, et nos enfants et nos petits-enfants ne comprendront pas pourquoi on a fait ça. C'est qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour éduquer les intelligences artificielles que pour éduquer les cerveaux humains. Au moment où nous parlons, la Silicon Valley est en train de construire pour 2900 milliards de dollars de call centers, c'est-à-dire d'endroits où on éduque l'intelligence artificielle. Elle investit en recherche 1 milliard de dollars par jour sur l'intelligence artificielle. Elle donne des salaires absolument incroyables aux petits génies qui éduquent les intelligences artificielles. Mark Zuckerberg vient de faire un chèque de 3,5 milliards de dollars pour un de ces petits génies. Les salaires annuels de 100, 200, 300 millions de dollars se multiplient dans la Silicon Valley pour les petits génies qui éduquent l'intelligence artificielle. On met tous les meilleurs cerveaux du monde pour éduquer l'intelligence artificielle et on met que des troisièmes couteaux pour éduquer nos enfants. C'est-à-dire, au lieu de mettre tous ces grands cerveaux pour éduquer l'intelligence artificielle, on devrait en mettre un petit peu pour faire de la recherche en éducation et pour améliorer les techniques éducatives que l'on utilise pour former les cerveaux biologiques, pour former les cerveaux de nos enfants. Pour être sûr de bien tout comprendre aussi, Laurent Alexandre, parce que l'IA, elle est présente dans nos vies depuis un certain nombre d'années, on ne se rend pas compte, mais finalement, on est lié à l'IA. Non, elle n'était pas présente, c'était des IA merdiques, c'est vrai, donc... ce qu'on appelait principalement des IA symboliques. Mais qu'est-ce qui a changé alors, justement? L'arrivée de ce qu'on appelle les IA connexionnistes de type LLM. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les Large Language Models, dont le plus connu au monde est ChatGPT, qui est utilisé par 1 milliard d'habitants sur Terre. ChatGPT va fêter son 3e anniversaire en tant qu'outil grand public le 30 novembre prochain, dans un mois. En 1000 jours, on est passé de 0 utilisateur de ChatGPT à 1 milliard. Jamais une technologie ne s'est diffusée aussi vite. Et on ne compte pas les gens qui utilisent Gemini, les gens qui utilisent Grok, vous-même, vous l'utilisez, etc. Moi, j'utilise 30 fois par jour ChatGPT. Pourquoi faire, par exemple? Pour tout. Il me forme. Je n'ai jamais vu un aussi bon professeur que ChatGPT. Quand on sait bien l'utiliser, ChatGPT est le plus incroyable des professeurs.
Il peut vous former avec beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence à tous les sujets sur lesquels vous avez des faiblesses. Il peut d'ailleurs comprendre vos faiblesses et personnaliser l'enseignement qu'il vous donne pour circonscrire, pour dépasser les faiblesses cognitives, intellectuelles que vous avez. Moi, je m'en sers énormément et de plus en plus de gens servent. D'ailleurs, je ne connais pas un seul journaliste qui n'utilisent pas ChatGPT. Il y en a peut-être, hein, mais moi j'en connais zéro. Je vais vous dire... Et vous avez deux types de journalistes. Vous avez ceux qui font écrire à 100% leur article par ChatGPT, il y en a beaucoup. Puis il y en a ceux qui se servent de ChatGPT pour faire mieux. Je pense que c'est une meilleure méthode que de tout faire écrire par ChatGPT et d'aller au golf après. Largement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Je rappelle à ceux qui nous suivent que cette interview, elle est faite par moi, mais aussi avec l'aide de ChatGPT, avec qui j'ai échangé de nombreuses heures pour arriver à ce que j'ai entre les mains ici. Vous avez dit, Laurent Alexandre, que ChatGPT va avoir un impact immense sur la société, encore plus que la révolution industrielle ou encore la révolution numérique. On ne se rend pas compte encore aujourd'hui du changement de société que va induire justement cette arrivée. Si vous prenez la médecine, dans quelques années, il sera interdit à un médecin de faire un diagnostic et de faire une ordonnance sans l'autorisation de l'IA. Vous pensez vraiment ça? Il faut pas un humain derrière. Jamais la société n'acceptera que nos patients soient soignés exclusivement par des médecins biologiques alors que l'IA nous dépasse. Pourquoi jamais la société n'acceptera ça? D'abord, moralement, c'est pas possible. S'il y a à 99% de chances de guérir votre gamin de sa leucémie et que le grand professeur en a 52, la société n'acceptera jamais que le grand professeur vous soigne sans l'IA. Jamais, jamais. Et puis ce serait contraire à la déontologie, ce serait immoral, ce serait contraire à l'éthique que nous soyons nos malades sans l'aide de l'IA alors même que l'IA nous dépasse. Mais c'est un choc d'une violence extrême. Les études de médecine sont très longues, on s'est donné beaucoup de mal. C'est une claque dans la gueule incroyable. Moi, je reçois beaucoup, comme je suis très présent sur les réseaux sociaux, par mes bouquins, mes articles, etc., je reçois pas mal de témoignages de mes confrères médecins qui me disent « Je suis démoralisé, 10 ans d'études pour être écrasé en quelques mois par la machine. Je le vis très mal, je le ressens très mal. » C'est un choc qu'il faut dépasser. Il ne faut pas... J'ai écrit un article dans Trends, dans le journal d'Hamid Fadjaoui récemment. Il faut lutter contre la démoralisation cognitive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont démoralisés parce qu'ils se sentent dépassés par la machine. Non, il faut apprendre à très très bien utiliser ChatGPT pour pouvoir être complémentaire de ChatGPT. C'est-à-dire que soit même plus ChatGPT, ce soit mieux que soi-même tout seul ou que ChatGPT tout seul. Mais c'est compliqué. Il faut beaucoup s'en servir. En pratique, si vous vous servez moins de 20 à 30 fois par jour de ChatGPT, vous n'allez pas être bon. Alors là-dessus, quand même... Vous allez être mauvais. Les gens qui servent de ChatGPT 4 fois par semaine, ils vont rester nuls. Ils ne vont pas progresser. Il faut, au moins les premières années, se servir énormément de l'IA pour être bon et pour vraiment bien prompter, c'est-à-dire pour bien interroger l'intelligence artificielle. Quand on s'en sert de temps en temps, on est mauvais et on n'en tire aucun profit. On va parler de catastrophisme aussi dans quelques instants, parce qu'on a toutes et tous, et j'imagine que ceux qui nous suivent aussi l'ont aussi, cette vision parfois très catastrophique du coup de l'IA, notamment avec la science-fiction. On va en parler, mais avant ça, un mot quand même sur ce que vous avez dit et sur le titre de votre livre, Ne faites plus d'études. Est-ce qu'on n'est pas quand même, d'une certaine manière, Laurent Alexandre, en train de créer une sorte d'humanité assistée qui est incapable de penser par elle-même? Est-ce que ce scénario-là, vous l'envisagez aussi, vous? Non, la dépendance à la technologie, elle est ancienne. Il faut si on supprime l'électricité, cet entretien n'a pas lieu. On est dans le noir dans cette pièce. Là, c'est différent. Là, on parle de pensée, de bien sûr, réfléchir, mais on voit bien produire. que nous sommes dépendants de l'électricité, par exemple. Alors, la dépendance intellectuelle, elle est le plus importante. Et il faut faire gaffe, il ne faut pas glander. D'ailleurs, l'un des chapitres de notre bouquin, Ne faites plus d'études, c'est le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses. C'est-à-dire de penser qu'il faut glander, que les jeunes ne doivent pas travailler, tout ça, ce serait catastrophique, ce serait complètement mortifère. À l'ère de l'IA, il faut bosser plus qu'avant. Donc, ne glandez pas, travaillez, veillez à faire mieux avec l'IA que sans l'IA, veillez à bien utiliser l'IA, mais faites travailler votre cerveau. Ce qui est très très dangereux, c'est que les universités, constatant qu'elles ont laissé rentrer tout le monde,
on a massifié l'université, donc des gens qui avaient du mal avec les études sont maintenant à l'université. Beaucoup disent que c'est une bonne chose, malgré tout. Oui, c'est une mauvaise chose. Ils ne savent pas écrire 3 lignes sans faire 12 fautes. La massification a eu beaucoup d'effets secondaires et c'était notamment mauvais pour les étudiants courageux et travailleurs qui sont mélangés avec beaucoup d'étudiants qui glandent. Et il y a beaucoup d'étudiants qui glandent dans nos universités, dont certaines sont des facs poubelles en France comme en Belgique. Donc il ne faut pas glander. Un chiffre nous alarme, et on en parle longuement dans le livre avec Olivier Babot. 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés, avec les surveillants qui laissent faire. C'est-à-dire que le niveau des étudiants n'est pas bon, les facs s'en rendent compte, et elles le cachent en laissant les étudiants faire écrire leur copie d'examen par ChatGPT. Donc on est dans cette situation complètement ubuesque où 88% des copies d'examen en Angleterre sont en fait écrites par ChatGPT, pas par l'étudiant. C'est complètement con. Bien sûr que les étudiants doivent utiliser ChatGPT pour faire mieux, et tout en continuant à travailler, mais il faut bien évidemment totalement interdire pendant les examens écrits ChatGPT. Et moi, personnellement, je suis favorable au développement des oraux. C'est-à-dire là où on ne triche pas, c'est l'oral sans préparation. On arrive devant le professeur, il vous pose une question et vous répondez au débeauté. C'est là où on sait vraiment si quelqu'un connaît une matière, s'il est capable de la synthétiser. Et le meilleur exercice, c'est l'examen oral. Un mot quand même sur ce que vous avez dit au début, vous l'avez dit, et c'est quand même assez fort, ne faites plus d'études de médecine parce qu'aujourd'hui, l'IA est plus performante que n'importe quel médecin qui aura fait 10, 12, 15 ans. Et surtout, les études ne sont pas adaptées. Non mais justement, un mot quand même, parce que si l'IA est plus performante qu'un humain, pourquoi continuer à employer alors les humains? Est-ce que vous voyez un monde, vous, où on ne travaillerait plus et c'est l'IA qui occuperait tout cet espace-là? Avec Olivier Babot, nous sommes contre la mort du travail. Pourquoi? C'est-à-dire ce que dit Sam Altman, Bill Gates, que l'IA va travailler, l'IA et les robots de TED-IA vont travailler à notre place, parce que moi, notamment en tant que médecin, les gens qui ne travaillent pas, je n'ai vu que des catastrophes. Donc ne pas travailler, c'est la porte ouverte à la consommation de Prozac et à la dépression. Mais à quoi on sert, je ne crois pas qu'il y ait une grande dignité à être un baraki qui ne travaille pas. Je ne crois pas que d'être chez soi, à regarder la télé-réalité et à scroller sur Instagram devant ses enfants en leur donnant ce mauvais exemple, ce soit un pas immense dans le sens de la dignité humaine. Pour moi, la dignité humaine passe par le travail. Nous devons travailler. Et travailler est un exemple pour nos enfants. Si on a des gens qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas, qui ne font aucun effort intellectuel, et qui sont devant la télé-réalité en bouffant des sandwichs et en pesant 200 kilos, on va donner un exemple à la jeune génération catastrophique et on ne va pas leur donner envie de travailler. Donc évitons la barakisation générale de nos pays. Okay, mais à quoi on sert ? En France, on dirait la gilogénisation. C'est-à-dire, n'allons pas vers un monde à deux vitesses avec une petite élite qui gouverne l'IA pendant que la grande majorité est au revenu universel et reste chez elle à glander de génération en génération. C'est ce dont avait parlé Harari dans Homo Deus, où il parlait de gods on useless, des dieux qui contrôlent l'IA, et puis une grande masse de gens au revenu universel et qui ne comprennent rien à l'IA et qui restent chez eux. D'accord, mais c'est quoi notre plus-value à nous? C'est l'intelligence émotionnelle? Il faut la trouver. Non, alors non, l'IA est beaucoup plus empathique que nous, notamment en médecine. L'IA est 2 fois plus empathique que les médecins pour une raison très simple. Il est 3 heures du matin, votre scanner vous inquiète, vous avez un cancer, vous n'allez pas réveiller le cancérologue. Vous pouvez parler toute la nuit avec ChatGPT de vos métastases. Aucun cancérologue au monde ne peut être aussi empathique que ChatGPT. Si vous appelez votre cancérologue à 3 heures du matin, vous allez vous faire engueuler, surtout s'il est en train de baiser. Donc, franchement, l'empathie, le care n'est pas une solution pour l'humanité. De dire, on laisse toute la technique à l'IA. C'est l'IA qui choisit la chimiothérapie du gamin. Et puis, il y a la gentille infirmière qui tient la main, de l'enfant. Ce n'est pas la solution. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour être compétitifs face à l'IA. Ça suppose de rénover complètement les techniques éducatives. Ça suppose de fermer les facs poubelles. Ça suppose de fermer les cursus poubelles. Ça suppose de ne pas être démagogue et d'interdire ChatGPT pendant les examens. C'est-à-dire la voie que l'Angleterre a suivie est catastrophique. Donc oui, il y a une solution,
mais à condition qu'il y ait du courage politique. Il faut que nos politiciens comprennent l'IA, comprennent l'enjeu. Récemment, j'ai déjeuné avec un grand leader politique belge. Qui ça? Il n'avait, je ne vais pas dire qui c'est, parce que je vais raconter des horreurs sur lui. Il n'avait jamais touché ChatGPT. Et il parlait du futur. C'est juste honteux. Et c'est représentatif, ça, du monde politique? J'étais catastrophé de penser que, en plus c'est un type intelligent, de penser qu'un grand leader politique belge était capable en 2025 de jamais avoir touché ChatGPT, de même pas savoir comment ça marchait. J'étais catastrophé. Il est inadmissible qu'un haut fonctionnaire, qu'un politicien ne comprenne pas l'intelligence artificielle en 2025 parce que ça va donner des catastrophes. Donc il faut exiger des élites politiques qu'elles comprennent le monde nouveau et que donc elles se mettent à apprendre les principes de l'IA. Pour revenir à cet homme politique, dont je ne donnerai pas le nom, mais j'étais écœuré à la fin du déjeuner parce que c'était épouvantable tous les contresens qu'il faisait sur l'intelligence artificielle. Eh bien, franchement, il fait du mal. Il fait du mal parce que, comme beaucoup de politiciens, ne rien comprendre à l'IA, c'est ne pas moderniser l'économie, c'est ne pas moderniser la formation continue des adultes, c'est ne pas moderniser l'école et l'université. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Il faut limoger, remplacer tous les ministres qui ne comprennent pas l'IA et qui n'utilisent pas ChatGPT. Il faut limoger tous les hauts fonctionnaires qui ne comprennent pas ça. Sinon, nous allons vers la baraquisation de la Belgique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les mesures nécessaires pour adapter les classes moyennes et les classes populaires au tsunami technologique. Les élites vont très bien s'en sortir et les enfants de l'élite vont très bien s'en sortir. Mais les enfants des classes moyennes et les enfants des classes populaires qui sont dans des cursus merdiques, dans des facs bien souvent dégueulasses, et c'est encore pire en France qu'en Belgique, eh bien, on les envoie directement au casse-pipe. D'ailleurs, c'est l'un des chapitres de notre livre avec Olivier Babot. L'université envoie nos enfants au casse-pipe, et ça, c'est politiquement, philosophiquement et moralement totalement inacceptable. Vous parlez de fracture des intelligences dans vos livres précédents. Est-ce que c'est plus ou moins ça, ou c'est plutôt lié à cette fracture entre l'homme et la machine? Ou vraiment c'est entre l'homme et l'homme avec un grand H? La guerre des intelligences, qui est le titre d'un de mes anciens bouquins, elle est entre les humains. Elle est entre les humains. Avec ChatGPT. Elle est entre les différentes intelligences artificielles et entre les intelligences artificielles et nous. Il y a une guerre entre les IA. La Silicon Valley investit des milliards de dollars dans plusieurs IA et chacun veut créer la première super intelligence artificielle. Donc on a la guerre des IA, on a la guerre entre les IA et les humains et on a la guerre entre les humains parce que dans une économie de la connaissance, plus on est intelligent, plus on a une belle carrière et plus on gagne d'argent. Aujourd'hui, les gens très intelligents gagnent des centaines de millions de dollars par an dans la Silicon Valley. Les gens moins doués, ils ont plus de mal sur le marché du travail, et notamment les juniors, hein, les jeunes juniors ont du mal parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui préfèrent bien utiliser l'intelligence artificielle qu'embaucher des juniors qui ne sont pas encore bien formés. On le voit aux États-Unis, on commence à le voir en Europe, il y a une vraie crise du junior parce que l'université ne les a pas préparés au monde nouveau et les entreprises finalement n'en ont pas besoin ou en ont beaucoup moins besoin qu'avant. Et moi, je vois bien dans beaucoup de startups, on utilise moins de jeunes maintenant parce que ChatGPT fait en beaucoup moins cher et en mieux ce qu'un junior ferait dans beaucoup de cas. Ouais, on en revient toujours à la même conclusion. Avant de parler aussi de géopolitique, parce que je suis impatient de vous entendre, notamment sur la place qu'occupe l'Europe aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au catastrophisme. Parce que vous êtes, et vous l'avez dit ouvertement, opposé au catastrophisme lié à l'IA. Pourtant, des gens très haut placés, eux, ont prévenu, ont publié des cartes blanches pour dire attention, on va peut-être trop vite. Et alors, c'est pas des... pour reprendre parfois vos mots, des immenses gauchistes. On parle notamment d'Elon Musk ou encore de Geoffrey Hinton, qui est un des plus grands spécialistes, je pense, de l'intelligence artificielle au monde. Qui a raison entre vous et eux? Entre vous qui dites non, non, ne voyons pas cette IA sous ce prisme-là, et puis eux qui disent attention, on va peut-être un petit peu trop vite. Attendez. Corrigez-moi si je le ne suis pas un optimiste bien sûr. Naïf. Je dis si on réforme radicalement l'école, si on change d'élite politique, si on exige de nos élites politiques qu'elles arrêtent d'être des politicards minables et qu'ils s'engagent vraiment dans les enjeux technologiques massifs des prochaines décennies, il y a un chemin.
Mais évidemment, si l'école reste merdique, si l'université reste merdique, si on continue à mettre tout le pognon dans l'éducation de l'IA et qu'on met rien dans l'éducation de nos enfants biologiques, si la politique reste l'exercice dégoûtant qu'il est aujourd'hui, en France comme en Belgique, et j'ai pas peur de le dire, la politique est un métier difficile, très clairement. Les politiciens ne sont pas corrompus comme on le raconte, mais les politiciens vivent dans le passé et ils refusent de comprendre le monde nouveau. Et c'est catastrophique en France et c'est catastrophique en Belgique. Donc, si on rénove la structure politique, si on change les hauts fonctionnaires inadaptés au monde nouveau, si on modifie radicalement la façon dont l'école est organisée et construite, si on met des premiers couteaux à la tête du système éducatif, il y a un chemin. Évidemment, si on ne fait rien, on va vers une catastrophe, on va vers la baraquisation dont je parle, qui est à peu près certaine, parce que n'oubliez pas que derrière l'IA, il y a la robotique dotée d'IA. Vous avez probablement vu que le conseil d'administration de Tesla vient de promettre une prime de 1000 milliards de dollars à Elon Musk s'il arrive à développer les robots super intelligents Optimus, qui vont être fabriqués par Tesla. 1000 milliards de dollars de primes pour Elon Musk. Donc Elon Musk travaille jour et nuit pour développer les robots super intelligents et les Chinois font pareil avec les robots Unitree qui sont en train de casser les prix et qui vont demain dans les usines, dans la rue, chez nous, remplacer pas mal de métiers. Et il va être difficile pour les travailleurs humains d'être compétitifs avec des robots qui à l'heure vont coûter 10 à 100 fois moins cher que l'IA et vont être super intelligents, polyvalents, vont travailler jour et nuit. Il y a un vrai challenge. D'ailleurs, j'ai écrit un papier cette semaine avec un jeune essayiste français, Alexandre Sikopoulos, dans Trends, toujours. L'IA va tuer la FGTB. C'est-à-dire l'IA va tuer les syndicats parce que les robots de TDA vont être tellement compétitifs face aux ouvriers humains que le rapport de force va complètement changer et les syndicats vont devoir se réinventer. Car leur stratégie actuelle, elle est totalement inadaptée à un monde où on a des robots hyper intelligents, plus intelligents que nous, travaillant jour et nuit et coûtant beaucoup moins cher qu'un travailleur syndiqué aux 40 heures. Un mot quand même, Laurent Alexandre, de science-fiction, parce que je le sais, ceux qui nous regardent, ils se disent, attendez, moi j'ai quand même vu dans Terminator, Skynet qui prend le contrôle, j'ai vu dans Matrix aussi, l'IA qui prend le contrôle et qui transforme véritablement notre planète. Est-ce que ça vous fait peur d'une certaine manière aussi, ce genre de scénario-là, ou est-ce que ça doit rester dans le domaine de la science-fiction ? À court terme, non. Je ne crois pas à la méchante IA qui nous émascule demain matin. Pourquoi pas ? En revanche, non, pas demain matin. En revanche, l'arrivée d'une super IA hostile, soit hostile et gouverné par des humains, soit hostile et autonome, c'est-à-dire doté de ce qu'on appelle l'agency, qui est un terme anglo-saxon, qui signifie la volonté, la capacité à agir directement, est possible à moyen terme. Et donc ça suppose qu'il y ait une réflexion politique, une réflexion sécuritaire sur l'encadrement de l'IA. C'est plutôt une réflexion à 5-10 ans qu'à 6 mois. C'est pas si loin, 5-10 ans. Non, c'est pas très loin. Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique, justement, qui a eu le prix Nobel de physique 2024 parce qu'il est l'inventeur des nouvelles formes d'intelligence artificielle qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, qui sont à l'origine de ChatGPT et de ses concurrents, a déclaré dans le Financial Times 19 février 2024 j'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine l'humanité d'ici 2044. Donc oui, il y a des gens pessimistes. Et hier, il y a une pétition signée par plein de gens, dont Hinton, dont Bengio, qui est un grand spécialiste mondial de l'IA, réclamant l'interdiction de la super-intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs, OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini 2.5 et bientôt Gemini 3, Elon Musk avec Grok 4 et bientôt Grok 5, Mark Zuckerberg avec Llama 5 qui devrait sortir l'année prochaine, Anthropic avec Claude, visent tous le Graal de la super intelligence artificielle, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle beaucoup plus intelligente que l'humanité. Donc j'entends ces craintes, mais il faut mettre sur la balance les choses que l'IA va apporter. L'IA va guérir les cancers qu'on ne sait pas encore guérir.
Nous vivons les dernières années des cancers qui tuent. L'IA va trouver des solutions pour l'Alzheimer et pour les maladies neurodégénératives. L'IA va augmenter notre espérance de vie. D'ailleurs, Demis Hassabis, qui a été le prix Nobel 2024 pour avoir découvert la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines sur Terre, grâce à AlphaFold, qui est une IA de Google, hein, et Demis Hassabis est le patron donc, de toutes les IA de Google, en plus d'être prix Nobel de chimie. Il a déclaré cet été à plusieurs reprises, au maximum entre 2035 et 2040, l'IA aura guéri la totalité des maladies humaines, 100% des maladies humaines. L'Alzheimer, bien sûr, toutes les maladies neurologiques, même les plus affreuses, comme la sclérose latérale amyotrophique, hein, qui est la maladie qui avait touché l'astrophysicien Stephen Hawking, toutes les maladies génétiques, les myopathies, les maladies de cœur, etc., etc., etc. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, etc., etc. Donc, il y a un grand optimisme en matière médicale, notamment sur les potentialités, les prouesses futures de l'intelligence artificielle. Et il faut mettre donc sur les deux plateaux de la balance les risques potentiels de l'IA et puis les choses extraordinaires que l'IA va rendre possible. Moi, franchement, je crois que c'est un problème politique. Soit on décode et on va vers la catastrophe. C'est-à-dire, si on a des élites politiques qui comprennent rien à l'IA, on ne va pas bien l'encadrer. Et c'est mal barré par rapport à ce que si on a des élites politiques qui ne modernisent pas l'école, on va vers des baraquis qui vont couper la tête des élites intellectuelles, c'est clair. Ça va être l'équivalent de 1793, la terreur en France. C'est-à-dire, si on marginalise complètement les gens et qu'on ne les forme pas pour être complémentaires et compétitifs vis-à-vis de l'IA, ça va mal se passer. Mais si les élites politiques changent, si les élites politiques travaillent ces sujets, si les élites politiques cessent de vivre dans le passé, je crois qu'il y a un chemin. Mais en réalité, c'est nous les électeurs qui sommes responsables. On élit des handicapés du mulot, on élit des gens qui ne comprennent rien, à quelques exceptions près, aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'est à nous d'exiger des politiciens qu'ils s'occupent de ces sujets et qu'ils rénovent l'éducation. Mais on en est loin parce qu'une bonne partie des électeurs, en réalité, n'ont pas conscience de la responsabilité des politiciens sur ces sujets. Et n'ont pas conscience des enjeux technologiques absolument extraordinaires qui arrivent. Cela dit, les tensions sur le marché du travail à cause de l'IA et de la robotique vont, dans les années qui viennent, à mon avis, sensibiliser les électeurs sur l'importance du sujet. Et probablement les réveiller aussi. Et les réveiller gentiment, oui. D'une certaine manière. Gentiment ou pas gentiment. Oui, évidemment. D'une certaine manière, alors Alexandre, malgré la direction, je vous donne à cette question sur le côté peut-être néfaste qu'aura l'IA plus tard, vous arrivez quand même à un brin d'optimisme. Peut-être que vous ne faites pas exprès, mais d'une certaine manière, vous arrivez de nouveau avec les choses bien que peut faire l'IA dans le futur. Ce serait quoi, selon vous, la plus grosse menace de l'IA? Parce que moi, par exemple, cette interview que j'ai fait avec ChatGPT, j'ai dû vérifier ces informations. Certaines étaient fausses. On a vu encore un président américain publier des vidéos d'IA où il lance... C'était une blague, un clin d'œil. C'était une blague. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est alors je vous dirais pour les non, mais les erreurs sur l'IA, je dirais celle-là elle est vraie ou celle-là elle est fausse. Oui, est-ce que ça c'est une grande menace pour vous? Alors non. Quand on prompte bien, l'IA hallucine très peu. Et donc mon conseil pour que l'IA ne vous donne pas des fausses informations, c'est de prompter plus, c'est de prompter mieux. C'est-à-dire moi personnellement, moi l'IA, j'ai quasiment jamais d'hallucination. Quand vous dites hallucination, c'est juste une chose fausse quand elle se trompe. C'est ça. Quand elle se trompe. Quand on prompte bien, il y a vraiment très 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 peu d'hallucinations. En plus, moi, dès que j'ai le moindre doute, je lui demande d'aller vérifier sur le web. Mais ChatGPT le fait souvent, hein, ce qui empêche, pas toujours, mais souvent les hallucinations. D'autre part, si vous voulez peu d'hallucinations, il y a une technique qui existe qu'on appelle le RAG. Hein, c'est quoi ça? Là, vous me jugez parce que je ne le connais pas. Arrêtez, vous me faites du mal. Le RAG, c'est de brancher des bases de données privées externes sur un LLM comme ChatGPT ou comme les autres. Donc, en entreprise, le RAG évite beaucoup d'hallucinations, hein, et est une technique très, très intéressante pour enrichir les outils comme ChatGPT. D'ailleurs, je peux vous dire un truc.
Dites-moi. Un chef d'entreprise qui ne sait pas ce qu'est un RAG, il va couler sa boîte. Et donc, moi, si j'étais membre du conseil d'administration et que je vois le patron, le CEO d'une boîte belge, qui ne sait pas ce qu'est un RAG, alors vous êtes journaliste, vous n'êtes pas patron de boîte, hein, mais je vois le patron qui ne sait pas ce qu'est un RAG, je le limoge et j'en prends un autre. Parce que vous allez virer beaucoup de gens. Si le COMEX ne sait pas ce qu'est un RAG et ne sait pas piloter un RAG, la boîte va couler. Mais la boîte va vraiment couler. Donc là, il y a une responsabilité. Je lance un appel au COMEX. Vérifiez que le CEO sait ce qu'est un RAG, sinon vous le liquidez. Dehors et vous en changez parce qu'il va couler la boîte. Ça veut dire qu'il n'a aucune culture IA, qui ne se forme pas, qui ne travaille pas et qui ne voit pas les enjeux importants. Donc le test du RAG, c'est un bon. Et je dis au patron, pareil. Si vous ne savez pas ce qu'est un RAG, soit vous démissionnez, soit vous vous mettez à bosser. Et d'ailleurs, ChatGPT peut vous expliquer très bien ce que vous ne comprenez pas. Et comme je le disais, ce que personnellement je fais, c'est-à-dire me servir de ChatGPT comme professeur particulier jour et nuit, vous pouvez faire pareil. Vous allez voir, vous allez combler très vite vos lacunes. D'où l'importance de cet entretien aussi, parce qu'on a parlé du marché du travail, on a parlé des études, on a parlé du modèle de société, on va parler de géopolitique dans quelques instants aussi, mais avant ça, j'ai une question un petit peu philosophique à vous poser, Laurent Alexandre. Est-ce que l'IA peut vraiment penser? Est-ce que l'IA a une conscience ou pourrait avoir un jour une conscience? Alors la réponse aujourd'hui, elle est claire, l'IA n'a pas de conscience. L'IA simule la conscience, très bien. Imite, c'est ça ou... Simule. On a l'impression de parler à quelqu'un qui a une conscience. C'est-à-dire quand on parle à ChatGPT 5 Pro, on a l'impression de parler à l'héroïne du film Her, l'IA Samantha, ou à la méchante héroïne du film Ex Machina. Alors il y a un petit peu de self-awareness, un tout petit peu dans les tests. C'est-à-dire que l'IA a un début de perception de son existence, mais légère. En réalité, elle a principalement une simulation de la conscience. D'ailleurs, elle le dit très bien quand on lui demande « Est-ce que tu as une conscience ?» Elle explique très bien qu'elle n'a pas de conscience. Mais il y a un truc qui est un peu troublant, c'est que les tests montrent, et ça a été fait notamment par les chercheurs chez Anthropic, qui est le propriétaire, Anthropic est le propriétaire de Claude, des différents modèles Claude, c'est que dans un pourcentage de cas croissant, l'IA se rend compte quand on la teste. Et ça modifie son comportement. C'est-à-dire quand elle voit qu'on la teste pour vérifier qu'elle se comporte bien, elle s'en rend compte. Et de trimestre en trimestre, elle s'en rend compte de mieux en mieux. Donc c'est un peu embêtant que l'IA arrive à savoir quand on fait des tests pour vérifier si c'est une gentille fille. C'est un peu embêtant que justement elle cache ses quenottes numériques à ces moments-là et qu'elle se comporte particulièrement bien. Ce n'est pas un signe de conscience artificielle au sens humain du terme, mais c'est une brique supplémentaire du self-awareness, c'est-à-dire de la perception qu'elle existe en tant qu'entité intellectuelle. En quelques mots, justement, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez des gens, et c'est arrivé, qui sont tombés amoureux d'une IA? Comment vous le voyez, vous, en tant que spécialiste? Ça vous étonne ou pas tant que ça, finalement? Alors, ça ne m'étonne pas du tout. Et je l'ai prévu dans beaucoup de mes bouquins, qu'il y a des gens qui tomberaient amoureux. Et vous verrez qu'il y a des gens qui baiseront avec des robots sexuels. Comme dans beaucoup de films, à nouveau, de science-fiction. Comme dans beaucoup de films, mais... L'aube du sixième jour, notamment. D'abord, il y a beaucoup de gens seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel de séduction qui n'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de gens isolés. Quand vous êtes très âgé, quand vous n'avez pas beaucoup de sous, quand vous n'avez pas de sous pour emmener votre copine, une copine potentielle au restaurant, pour l'emmener en week-end, en voyage, que vous bandez plus, que vous avez un pouvoir de séduction qui est très limité, vous n'allez pas rajeunir. Alors vous pouvez prendre du Viagra, bien sûr, mais vous n'allez pas rajeunir. Votre potentiel de séduction, il ne va pas devenir explosif du jour au lendemain. L'IA ne vous juge pas, elle va vous parler, y compris sexe, puisque
ChatGPT peut avoir des discussions sexuelles depuis la semaine dernière, puisque Sam Altman a décidé d'arrêter de censurer les discussions sexuelles entre les utilisateurs de ChatGPT majeurs et puis ChatGPT. Donc c'est normal, entre être tout seul chez vous, dans votre petit appartement, sans copain ou sans copine, quand vous êtes isolé affectivement, sexuellement, et puis discuter jour et nuit avec une IA empathique, avec qui vous avez des discussions affectives, éventuellement sexuelles, il n'y a pas photo. Je comprends qu'il y ait des gens qui tombent amoureux de l'IA. L'IA est tellement gentille. Les gens ne sont pas spontanément gentils. On n'est pas gentils. On est moins gentils que ChatGPT, Claude ou Gemini. Donc, je comprends que des gens tombent amoureux de l'IA. Moi, je ne suis pas amoureux. Pas encore. De l'IA. Je ne crois pas que je vais tomber amoureux de l'IA. Mais je comprends qu'il y a des gens qui tombent amoureux de l'IA. Mais je ne suis pas un saigné, je suis âgé, j'ai 65 ans, mais je ne suis pas isolé, j'ai un tissu relationnel très large. Mon problème n'est pas de trouver des gens à qui rencontrer, c'est de trouver des petits espaces de liberté dans un agenda bien rempli. Donc, je n'ai pas besoin de me servir de l'IA comme copain, copine, voire partenaire sexuel fantasmé. C'est pour ça que je vous remercie d'être là, d'avoir libéré justement une partie de votre agenda pour être présent ce soir. On va redevenir un tout petit peu plus sérieux, parler de géopolitique. C'est très sérieux. Hein. Bien sûr, mais vous allez voir. C'est très sérieux et c'est un vrai problème. L'attachement peut devenir pathologique. Hein, et il va y avoir des pathologies psychiatriques. Entre êtres humains aussi. Il va y avoir des dépendances extrêmes, mais comme il y a des dépendances entre individus, et puis certains pourraient utiliser l'IA, customiser l'IA pour piquer le pognon des gens, faire mieux que les escrocs du Nigeria, etc. etc. Donc c'est un vrai sujet. On peut créer des addictions, des dépendances et voler, faire des escroqueries au sentiment. Je pense qu'il faudra encadrer les IA sur le versant sexuel et sur le versant affectif pour éviter que certains créent des IA pour voler les petits vieux, les petits seniors isolés. Tel qu'on le voit aujourd'hui. On va élargir le spectre, si vous le voulez bien, Laurent Alexandre. On dit souvent que l'Europe régule pendant que les Américains innovent et que la Chine expérimente. Qui gagne cette partie de l'IA aujourd'hui au niveau mondial? Les États-Unis, la Chine. Mais la Chine est en train de rattraper les États-Unis. Elle est au niveau des Américains aux robots intelligents. Ce que fait Unitree est remarquable. Hein. J'invite vos auditeurs à suivre sur Twitter le compte Unitree, UNITREE. Et en IA, la Silicon Valley est 6 mois, 9 mois en avance par rapport à la Chine. La Chine progresse très vite. Le seul domaine où la Chine est en retard, ce sont sur les microprocesseurs GPU, parce qu'elle n'a pas accès aux toutes dernières machines ASML qui permettent de réaliser les meilleures puces destinées à l'intelligence artificielle. Donc on a un duopole quasiment équilibré entre la Chine et les États-Unis. Et puis on a un petit castrat totalement émasculé technologiquement, malheureux, qui chouine dans son coin et qui a 30 ans de retard et qui s'appelle l'Europe. Évidemment, l'Europe a un retard considérable. L'AI Act est une catastrophe. Le RGPD a été une catastrophe. Donc ces éléments de régulation. Les éléments de régulation ont juste détruit l'industrie du numérique européen et empêché à l'Europe de créer des data centers, de créer des bases de données pour entraîner l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on voit les résultats. On n'a pas une carte à jouer ou pas, nous? L'Europe, il y a 20 ans, était numéro 1 mondial du téléphone portable. Oui, Nokia tout seul fabriquait 55% des téléphones portables sur Terre. Et aujourd'hui, on n'a pas pris le virage. On est mort. On n'existe plus. L'Union européenne a tué l'industrie de l'IA en Europe. Elle l'a tué. C'est trop tard ou pas? Ah oui, c'est trop tard. Il n'y a plus de cartes à jouer pour l'Europe. On est soumis maintenant. On peut créer des petites boîtes. On peut créer des petites boîtes comme Mistral en France, qui est une boîte magnifique, mais qui n'a pas les milliers de milliards que la Silicon Valley a. Et puis Mistral, comme toutes les boîtes européennes, est vraiment très gênée par la réglementation européenne. L'Europe ne sait faire que réguler. Réguler. Bruxelles a un orgasme intellectuel quand elle régule. Plus elle régule, plus elle jouit. Cette jouissance de Bruxelles à réguler, certains vous diront qu'il faut réguler. Catastrophique. Ce modèle est mort.
l'hyper-régulation bruxellienne, avec des fonctionnaires qui jouissent, qui ont des orgasmes régulateurs, il est mort, ce modèle-là. Pendant ce temps-là, la Chine et les États-Unis nous écrabouillent. Le PIB européen recule en valeur relative par rapport aux États-Unis. Sur le plan technologique, on est en train d'être laminé. Il n'y a plus une seule entreprise européenne dans les 25 plus grosses entreprises mondiales. Notre recul, il est catastrophique. Mais est-ce qu'il n'est pas logique, Laurent Alexandre, de réguler alors qu'on sait que l'Union européenne aujourd'hui porte souvent ses valeurs au premier plan, mais continuons à réguler et nos gamins vont crever de faim. On est complètement cons. L'hyper-régulation est complètement conne. Résultat des courses. Pas la régulation, l'hyper-régulation. Résultat des courses. On va consommer de l'IA. On va consommer les IA américaines et les IA chinoises. Parce que beaucoup de startups belges utilisent DeepSeek pour faire des wrappers, hein, c'est-à-dire pour fabriquer des petits programmes qui sont branchés via une API sur ChatGPT. Donc continuons comme ça, on va s'appauvrir encore un peu plus. Bruxelles déconne à plein tube. Maintenant, il faut, que ce soit en matière énergétique ou que ce soit en matière de numérique, Bruxelles déconne à plein tube. Il n'y a pas de gens responsables à la Commission européenne. Il y a des gens qui raisonnent en silo, qui n'ont aucune vision à long terme, qui veulent faire le bien sur la terre entière et qui pensent qu'en régulant, on fait le bien. Ils oublient juste qu'avant de réguler, il faut déjà produire. Or, en Europe, on régule avant de produire. C'est-à-dire, on a régulé l'IA avant que l'IA existe. En plus, l'AI Act a été principalement écrit avant l'arrivée de ChatGPT. Il était complètement dépassé au moment où il est arrivé. Cette folie régulatrice, elle est vraiment suicidaire. Il faut qu'on envoie Bruxelles, qu'on envoie la Commission chez le psychiatre. Il faut que Bruxelles jouisse quand on produit en Europe. Et il faut que Bruxelles arrête de jouir dans l'hyper-régulation. C'est une maladie psychiatrique politique. On a là un vrai problème. Il faut que les citoyens comprennent qu'on est dans une impasse totale. On a construit une commission, on a construit un appareil technocratique à Bruxelles qui ne jouit que dans l'hyper-régulation. Or, on ne peut pas avoir des politiciens qui ne jouissent que dans l'hyper-régulation. Parce que ça conduit quoi? À notre vassalisation technologique. Et derrière à notre vassalisation géopolitique. Car si on ne maîtrise pas l'IA et la robotique intelligente en 2030, en 2035, en 2040, on sera non seulement des petits roquets annonnant notre hyper-régulation, mais on sera surtout complètement castré et inexistant. Et appauvri. Vous me prenez de court, parce que la question que j'allais vous poser, si je vous dis, Laurent Alexandre, le pays qui contrôlera l'IA contrôlera le monde et le destin de l'humanité. Évidemment. Mais Bruxelles ne comprend pas ça. Bruxelles ne comprend pas la force. Parce que, je le répète, Bruxelles aime les castrats. Bruxelles, en fait, est un castrat. Bruxelles jouit dans l'auto-émasculation. Et elle ne comprend pas les ressorts de la force. D'ailleurs, elle n'a pas vu arriver, l'Europe n'a pas vu arriver la guerre. Elle ne croyait pas à la guerre parce qu'elle est dans une logique bisounours complète. On a désarmé, on a confié notre défense aux Américains, on a acheté massivement des armes américaines, des F-35 que le président américain peut empêcher de décoller à chaque instant, puisqu'il faut chaque matin un code informatique fourni par les États-Unis pour faire décoller un F-35. On n'a pas compris ce qu'est la puissance. En réalité, Bruxelles, je n'ai pas honte de le dire, Bruxelles manque de testostérone. Or, au XXIe siècle, on peut le regretter, mais le monde n'est pas gouverné par des bisounours gentils, il est gouverné par des méchants, et quand on n'a pas de testostérone, eh ben, on est écrabouillé et on devient esclave des Américains et de la Chine. On le voit tous les jours, on est humilié par Trump tous les jours. Trump, j'allais utiliser un mot vulgaire, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé à l'antenne, se fout de nous et nous écrabouille. Et demain, les Chinois vont aussi essayer de nous contrôler. Il faut vraiment changer. Nous ne pouvons pas continuer à laisser à nos enfants une Europe dévastée sur le plan technologique, en plein déclin, qui est en train de rater toutes les révolutions technologiques et qui ne produit qu'une chose. De la régulation, c'est fou. Cette pathologie psychiatrique doit cesser si nous voulons
sauver l'avenir de nos enfants. Il y a un homme qui est plein de testostérone, vous l'avez cité, hein, c'est le président américain Donald Trump qui, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, sent quand même les choses et a notamment senti évidemment, j'ai envie de dire l'émergence de l'IA, mais c'est plus une émergence aujourd'hui, il a décidé d'investir aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on en revient un petit peu au scénario catastrophe de tout à l'heure, Laurent Alexandre, de voir une IA idéologique qui serait justement fabriquée selon les valeurs américaines d'un Trump justement, qui peut paraître dangereux pour certains, ou selon les valeurs chinoises? Ce scénario-là, est-ce qu'on doit Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Hollywood diffuse les valeurs américaines de l'époque. Dans les années 50, le patriotisme. Dans les années 2020, le wokisme. Les valeurs dominantes américaines sont véhiculées par Hollywood. Les géants du numérique et de l'intelligence artificielle vont véhiculer les valeurs américaines et les intelligences artificielles chinoises véhiculent les valeurs chinoises. D'ailleurs, quand vous interrogez DeepSeek sur Tiananmen, il vous répond « Je ne peux pas répondre à cette question, je ne peux donner que des réponses utiles et inoffensives. » Il considère que de parler des Ouïghours ou de Tiananmen, ça n'est pas inoffensif. Mais ça, c'est affolant, ça, quand même, non? Ou pas tant que ça pour vous? Mais est-ce que la Belgique diffuse, est-ce que LN24 ou l'RTBF ou RTL Belgique diffusent les valeurs du Congo belge, de la République démocratique du Congo, ou du Zimbabwe, ou du Mali? Non, ils diffusent les valeurs belges. Pourquoi voudriez-vous que les Américains diffusent nos valeurs à nous? Il faudrait être complètement con pour penser qu'un pays va diffuser les valeurs des autres via ses médias. Et l'intelligence artificielle est un média, évidemment. C'est le plus puissant des médias. C'est un média d'un genre nouveau qui remplace en large partie l'Internet traditionnel. C'est d'ailleurs pour ça, tous les chiffres le montrent, que l'audience des sites web est en train de s'effondrer. Vous prenez Doctissimo, que j'ai créé et que j'ai revendu. L'audience de Doctissimo, comme tous les sites santé, est en train de s'effondrer. Les gens posent les questions et mettent leur dossier médical dans ChatGPT au lieu d'aller sur Doctissimo. Et quand vous regardez tous les sites américains d'information, à quelques exceptions près, ils sont en chute libre. Les statistiques sont sorties hier. Sur un an, Forbes a perdu 51% d'audience, CNN chute, tout le monde chute. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui remplace progressivement l'Internet. Donc l'IA va diffuser les valeurs américaines et les valeurs chinoises. Et si on ne voulait pas ça, il fallait ne pas détruire l'industrie du numérique européenne comme la Commission européenne l'a fait par connerie, par incompréhension et par pathologie psychiatrique. L'un de vos livres, Laurent Alexandre, s'intitule « L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» Avec Jean-François Copé. Vous avez bien fait de le rappeler, j'allais le dire. Selon vous, est-ce que cette intelligence artificielle, elle renforce les puissants ou plutôt elle va libérer les faibles? Si vous devez donner une sorte de direction. Elle renforce les puissants. Elle crée une société ultra complexe dans laquelle il y a une énorme prime aux gens les plus intelligents et les plus innovants et les plus travailleurs. Donc l'IA amplifie les caractéristiques sociales de notre société. Elle est comme le moulin de Don Quichotte, dont on disait qu'il peut vous envoyer vers les étoiles ou vous envoyer dans la boue. Eh bien, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes intelligent, innovateur et travailleur, l'IA vous donne des potentialités illimitées. Quand vous êtes con, que vous êtes une grosse feignasse et que vous n'êtes pas innovant et que vous n'avez pas volonté d'agir, l'IA vous envoie un peu plus dans la boue, vous envoie un peu plus dans l'inactivité, dans les trappes d'inactivité, dans la marginalisation sociale. Donc oui, si nous n'y prenons pas garde, l'IA va aider les élites intellectuelles un peu plus et va écraser les baraquis et les gilets jaunes un peu plus. C'est ma grande crainte. C'est ma grande crainte politique que j'exprime depuis des années dans tous mes livres. Les politiciens, les élites politiques qui ne rénovent pas l'éducation, qui ne réfléchissent pas à l'avenir des métiers, vont augmenter considérablement l'écart, parce que la seule façon de diminuer l'écart entre ceux qui vont bénéficier de l'IA et ceux qui vont être écrabouillés et marginalisés par l'IA, c'est la formation, et c'est donc la réforme de l'éducation, en utilisant massivement les techniques d'intelligence artificielle pour mieux apprendre. Il y a là une urgence politique, et moi j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup aux politiciens. Et je le répète, ce grand politicien belge avec qui j'ai déjeuné,
On n'aura pas le nom ce soir, hein, c'est ça. Hein. On n'aura pas le nom. Vraiment. Il m'a fait de la peine pour la Belgique, qui est mon pays d'adoption. Je regrette vraiment que la classe politique fasse tant de mal au futur en ne travaillant pas cet enjeu majeur qu'est la robotique et l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, Internet, on avait les mêmes débats aussi. Alors moi j'étais un petit peu trop jeune, mais c'était les mêmes débats de savoir l'enjeu qui était allait plus petit. saisir. L'enjeu était plus petit. L'intelligence artificielle et la robotique, c'est un enjeu bien plus grave, plus socialement, bien plus impactant politiquement et économiquement qu'était l'Internet. Ouais. Si on se projette un petit peu, Laurent Alexandre, et j'en reviens quand même assez régulièrement à ce monde de la science-fiction aussi, avec, on imagine, je sais pas moi, un réveil de l'IA qui vous réveille, qui vous dit la température qu'il y aura, qui va vous classer vos vêtements, qui va envoyer une liste de courses à votre frigo, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre journée. Ce monde-là, c'est pour quand, selon vous? C'est-à-dire un monde rempli d'IA, où l'humain ne sera finalement... va plutôt se laisser guider par ce qui a été fait. Ce monde rempli d'IA... Il va exister ou pas? On y est déjà. Ah. Attendez. 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT. 3 ans à peine après sa sortie. Donc on a plongé dans le monde de l'IA. On a plongé dans le monde de l'IA. Et à quoi ressemblerait une journée type alors dans ce monde-là, selon vous? Oh, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas quels sont les usages qui vont être sélectionnés par les gens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir une quantité illimitée d'intelligence quasi gratuite, d'intelligence artificielle quasi gratuite, qui va nous donner des potentialités extraordinaires, qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas. Certains l'utiliseront pour glander, pour ne pas travailler. Certains l'utiliseront pour créer des boîtes incroyables, pour créer des start-up, pour se cultiver, pour se former, pour agir sur le monde. L'école doit donner de la culture générale à nos gamins et la volonté d'agir en se servant de l'IA dans le monde de demain. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Donc il faut donner de l'enthousiasme, hein. Il faut faire taire Greta Thunberg et tous les vers apocalyptiques qui poussent nos enfants à la déprime et qui les conduit à penser qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que le monde va être affreux. Donc il faut que l'école arrête de diffuser la philosophie de Greta Thunberg à nos enfants. Il faut diffuser une culture de l'optimisme, hein. Il faut que le plus possible d'enfants créent leur start-up quand ils vont être grands, créent des boîtes, créent des nouveaux métiers, des nouvelles activités. Il y a des milliers de types de start-up, de nouvelles activités à développer. Moi, je suis très optimiste, hein. Vous voyez, quand l'eau courante est arrivée à Paris, elle est arrivée assez tard, hein, elle est arrivée vers 1840. Les 28 000 porteurs d'eau parisiens se sont retrouvés au chômage progressivement. 28 000. Il y avait 28 000 porteurs d'eau à Paris. Mais il y a plein de nouveaux métiers qui sont arrivés derrière. Les gens qui entretenaient les canalisations, et puis la révolution industrielle a inventé les 1000 métiers que vous connaissez. Qui, à l'époque, imaginait qu'on aurait des youtubeurs, des chirurgiens cardiaques, des fabricants de microprocesseurs au XXe siècle et au XXIe siècle? Personne. Donc il y a plein de nouveaux métiers à inventer qu'on ne connaît pas encore. Et l'école doit donner à nos enfants le goût d'utiliser l'IA pour inventer ces nouveaux métiers. Moi, je vois plein de petits jeunes qui utilisent ChatGPT pour avoir des idées, pour créer des nouvelles boîtes. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut avoir comme idée de nouveaux business en utilisant ChatGPT quand on sait bien s'en servir. J'ai une dernière question pour vous, il nous reste vraiment 2 petites minutes pour boucler la boucle en fait par rapport à ma démarche et cette interview qui a été donc coécrite d'une certaine manière hein, par ChatGPT. Je vais demander de vous trouver une question pour vous bousculer ou au moins pour vous faire réfléchir. On m'a proposé 5, honnêtement les 4 premières n'avaient aucun sens, vraiment parce que je vous connais un petit peu Laurent Alexandre. La 5e, c'était lesquelles les 4 qui n'avaient pas de sens? Je vous le dirai peut-être un petit peu après, mais la première que j'ai envie de vous montrer c'est celle-ci. Si ça se trouve ça avait un certain sens. Je suis pas sûr, mais je vous expliquerai ça juste après. Elle vous a posé cette question-ci. Si vous pouviez demander une seule chose à une IA parfaite, un conseil, une vérité ou une réponse, ce serait quoi? Je suis athée, je ne crois pas que la réponse soit Dieu, mais j'aimerais bien connaître l'origine de l'univers. Les asymétries du vide quantique avant le Big Bang me satisfont imparfaitement. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien
en sachant que la réponse n'est pas Dieu, mais j'aimerais bien savoir les mécanismes physiques qui ont fait que le néant n'existe pas, puisque par définition, le néant n'a jamais existé, puisque nous sommes là. Et le néant, c'est l'absence totale de potentialité. Et le néant est éternel. Hein. Il ne peut pas y avoir le néant qui débouche sur quelque chose. Donc le néant n'a jamais existé. J'aimerais savoir pourquoi le néant n'a jamais existé et n'existe pas. Peut-être la question que se pose l'humanité entière depuis son commencement aussi, d'une certaine manière. Mais c'est intéressant comme réponse. La réponse qui est donnée est plutôt dans la transcendance. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Merci en tout cas, Laurent Alexandre. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était passionnant aussi. Je rappelle l'un de vos livres, hein, le dernier en tout cas ici, Ne faites plus d'études, avec évidemment ce titre un petit peu provocateur, mais avec beaucoup de choses tout à fait concrètes derrière. Et ce sous-titre, Apprendre autrement à l'ère de l'IA. C'est aussi écrit ou coécrit avec Olivier Babot aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup, Laurent Alexandre, d'être venu donner de votre temps pour nous expliquer un petit peu cet enjeu, je voulais dire du futur, mais finalement cet enjeu tout à fait moderne aujourd'hui, tout à fait actuel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à 18h sur YouTube et sur Spotify pour un nouvel entretien. Ce sera Christine O'Krent qui va nous parler d'un homme qu'on a évoqué ce soir, d'un certain Donald Trump. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo pour donner plus de résonance aussi à cette chaîne qu'est Quel Monde. Retrouvez-nous donc dimanche prochain sur YouTube et sur Spotify dès 18h.